As-tu déjà ressenti ce regard froid, cette distance inexplicable, cette hostilité subtile qui émane de quelqu'un alors que tu n'as absolument rien fait pour la provoquer? Ce moment troublant où tu réalises que ta simple existence semble déranger, irriter, déclencher quelque chose de profond chez l'autre. Il y a une forme d'envie qui ne se nourrit pas de ce que tu possèdes, de ce que tu as accompli, ou même de ce que tu montres au monde. Cette envie naît de quelque chose de beaucoup plus mystérieux, de beaucoup plus ancien dans la psyché humaine. Jung a passé des décennies à explorer les recoins les plus sombres de l'inconscient. Et ce qu'il a découvert sur la nature de l'envie va transformer complètement ta façon de comprendre pourquoi certaines personnes te ciblent sans raison apparente. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la paranoïa, et ce n'est certainement pas ta faute. C'est un mécanisme psychologique profond qui révèle bien plus sur eux que sur toi. Peut-être que tu te sens parfois comme si tu devais t'excuser d'exister, de briller même modestement, de simplement être toi-même sans te diminuer. Cette culpabilité silencieuse que tu portes, ce sentiment étrange que ta présence dérange, que ta lumière naturelle devient une provocation involontaire pour certains. Avant de continuer cette exploration profonde de la psyché humaine, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cette réflexion avec quelqu'un qui pourrait enfin comprendre ce qu'il vit dans le silence. Parce que ce que nous allons explorer ensemble, c'est la mécanique invisible de l'envie, les rouages inconscients qui transforment ta simple authenticité en menace perçue pour l'autre. Nous allons plonger dans 7 dimensions psychologiques qui expliquent pourquoi l'envie surgit sans raison apparente, pourquoi elle se fixe sur toi, et surtout ce que cela révèle sur le processus d'individuation que Jung considérait comme le voyage le plus important de l'existence humaine. Ce voyage dans les profondeurs de la psyché ne sera pas simplement intellectuel, il sera transformateur. Parce qu'une fois que tu comprends vraiment la nature de cette envie dirigée vers toi, quelque chose se libère en toi. La culpabilité s'évapore, la confusion se dissipe, et à leur place émerge une clarté profonde sur qui tu es vraiment, et pourquoi ton existence même peut déclencher des réactions si viscérales chez les autres. Jung, Freud, Adler et les neurosciences modernes convergent tous vers une vérité troublante. L'envie que tu provoques sans rien faire n'est pas le reflet de ton insuffisance, mais paradoxalement le témoignage involontaire de quelque chose en toi qui fonctionne, qui brille, qui existe pleinement, d'une manière que l'autre n'a pas encore atteinte. Prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir va changer ta relation à toi-même et aux autres pour toujours. Tu croises quelqu'un, tu souris peut-être, tu existes simplement dans ton authenticité naturelle, et soudain tu perçois cette tension, ce regard qui se détourne trop vite, cette froideur qui s'installe sans explication. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu repasses mentalement chaque interaction, chaque mot prononcé, et tu ne trouves rien. Rien qui justifie cette hostilité sourde, cette distance glaciale qui s'est installée. Jung a découvert quelque chose de profondément troublant sur la nature humaine, quelque chose qu'il a appelé l'ombre, et ce concept va illuminer complètement ce mystère psychologique. L'ombre, dans la psychologie jungienne, représente tout ce que nous avons refoulé, rejeté, nié en nous-mêmes. Ce sont les qualités, les désirs, les potentiels que nous avons enterrés dans l'inconscient parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que nous voulions projeter, à la personne que nous pensions devoir être. Et voici ce que Jung a compris avec une acuité bouleversante. Nous ne voyons pas l'ombre directement en nous, nous la projetons sur les autres. L'envie sans raison que tu provoques chez certains n'est pas vraiment dirigée vers toi en tant que personne réelle, concrète, avec tes défauts et tes failles. Cette envie est une projection de leur propre ombre, de toutes les qualités qu'ils ont refoulées en eux-mêmes et qu'ils voient soudain reflétées dans ta présence. Ta confiance naturelle leur renvoie leur insécurité enfouie. Ta liberté d'être leur rappelle leur propre emprisonnement psychologique. Ton authenticité, même discrète, devient un miroir impitoyable qui leur montre le masque qu'ils portent constamment. Ce n'est pas toi qu'ils envient vraiment. C'est la partie d'eux-mêmes qu'ils ont abandonnée, trahie, enterrée, et qu'ils reconnaissent inconsciemment en toi.
Freud parlait du refoulement comme mécanisme fondamental de la psyché, cette nécessité de repousser dans l'inconscient tout ce qui menace notre équilibre psychique fragile. Mais ce qui est refoulé ne disparaît jamais vraiment. Il cherche constamment à émerger, à se manifester, et souvent il le fait à travers la projection sur autrui. Antonio Damasio, dans ses recherches révolutionnaires sur les émotions et la conscience, a démontré que notre cerveau crée des marqueurs somatiques, des réactions corporelles automatiques à certains stimuli qui bypassent complètement notre conscience rationnelle. Quand quelqu'un projette son ombre sur toi, son corps réagit avant même que sa conscience comprenne ce qui se passe. Il ressent cette tension viscérale, ce malaise profond, cette hostilité qui monte sans raison apparente. Son système nerveux s'active comme face à une menace, non pas parce que tu es dangereux, mais parce que tu représentes quelque chose qu'il a désespérément essayé d'enfouir en lui-même. Imagine un miroir psychique qui reflète non pas ton apparence physique, mais l'intégralité de ta présence psychologique. Pour quelqu'un qui vit dans le déni de sa propre ombre, qui a construit toute son identité sur le refoulement de certaines parties de lui-même, ce miroir devient insupportable. Il ne voit pas vraiment qui tu es. Il voit ce qu'il refuse de reconnaître en lui-même. L'envie naît de cette confrontation involontaire avec les parties abandonnées de soi. Maintenant, observe comment cela opère dans ta propre vie. Pense à ces personnes qui semblent te détester sans raison valable. Demande-toi, quelle qualité en moi pourrait leur renvoyer ce qu'ils ont refoulé? Peut-être que tu es naturellement créatif et que cela leur rappelle la créativité qu'ils ont étouffée pour correspondre aux attentes familiales. Peut-être que tu es authentiquement toi-même et que cela expose le masque constant qu'ils portent. Peut-être que tu as le courage de vivre selon tes valeurs profondes et que cela reflète toutes les compromissions qu'ils ont faites. Ce n'est pas de l'arrogance de ta part, c'est simplement que ton existence non censurée active leur matériel psychologique refoulé. Jung disait que jusqu'à ce que nous rendions l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et nous l'appellerons le destin. L'envie qu'ils projettent sur toi est leur inconscient qui se manifeste, leur ombre qui cherche désespérément à être reconnue. Mais ce que Jung a découvert qui change tout ce que tu crois savoir sur toi, c'est que cette projection révèle aussi quelque chose de crucial. Tu portes en toi des qualités intégrées qu'ils ont fragmentées. Tu es plus entier qu'ils ne le sont dans ces domaines spécifiques, et c'est précisément cette complétude relative qui déclenche leur réaction viscérale. Il existe une dynamique psychologique que Adler a explorée avec une précision clinique troublante, une dynamique qui explique pourquoi ta simple présence, sans aucune prétention ni provocation, peut déclencher des vagues d'hostilité chez certaines personnes. Adler a révélé qu'au cœur de la psyché humaine se trouve ce qu'il appelait le complexe d'infériorité, un sentiment profond d'insuffisance qui naît souvent dans l'enfance et qui colore toute notre perception de nous-mêmes et des autres. Ce n'est pas simplement se sentir moins capable dans un domaine spécifique, c'est un sentiment existentiel d'être fondamentalement insuffisant, de ne pas être à la hauteur, de manquer de quelque chose d'essentiel que les autres semblent posséder naturellement. Et voici la clé que Adler a découverte. Ce complexe d'infériorité ne reste jamais passif, il déclenche automatiquement ce qu'il appelait la compensation psychologique, une lutte inconsciente pour surmonter ou masquer ce sentiment d'insuffisance. Pour certaines personnes, cette compensation prend la forme d'une hypersensibilité à toute présence qui pourrait leur rappeler leur sentiment d'infériorité. Tu n'as pas besoin de te vanter, de te mettre en avant, ou même de réussir visiblement. Ta simple façon d'exister, de parler, de te tenir dans le monde, peut activer leur complexe d'infériorité si profondément enfoui qu'ils n'en sont même pas conscients. Ton calme naturel peut être perçu comme une supériorité arrogante par quelqu'un dont le complexe d'infériorité est toujours en alerte. Ta capacité à être seul, sans te sentir diminué, peut déclencher une rage sourde chez quelqu'un qui a désespérément besoin de validation externe pour masquer son sentiment d'insuffisance. Ce que Adler a compris,
c'est que la lutte pour la supériorité, cette nécessité de se prouver constamment, de dominer, de diminuer les autres, n'est pas un signe de force, mais le symptôme d'un complexe d'infériorité non résolu qui cherche désespérément à se compenser. Joseph Ledoux, dans ses recherches pionnières sur les circuits neuronaux de la peur et de la menace, a démontré que l'amygdale, cette structure ancienne au cœur de notre cerveau émotionnel, peut activer des réponses de menace en quelques millisecondes, bien avant que notre cortex préfrontal ait le temps d'analyser rationnellement la situation. Quand quelqu'un avec un complexe d'infériorité profond te rencontre, son amygdale peut littéralement interpréter ta présence comme une menace à son équilibre psychique fragile. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas conscient, c'est une réaction neurobiologique automatique à quelque chose qui active leur blessure la plus profonde. Leur cerveau ne distingue pas entre une menace physique réelle et une menace psychologique perçue à leur sens de valeur personnelle. Le résultat est le même. Hostilité, rejet, besoin de te diminuer pour restaurer leur équilibre interne. Maintenant, imagine la dynamique complète. Quelqu'un porte un complexe d'infériorité qu'il a peut-être développé dans une famille où il se sentait toujours comparé défavorablement, toujours insuffisant, jamais vraiment vu ou validé. Pour survivre psychologiquement, il a construit des stratégies de compensation, peut-être l'arrogance défensive, peut-être la comparaison constante avec les autres, peut-être le besoin de rabaisser autrui pour se sentir supérieur. Ces stratégies fonctionnent tant qu'il peut maintenir l'illusion de contrôle, tant qu'il peut éviter toute confrontation avec son sentiment d'insuffisance profond. Et puis tu arrives, sans intention particulière, simplement en étant toi-même. Tu n'es pas là pour le provoquer, tu n'es pas là pour te mesurer à lui, mais ta présence authentique, ton absence de besoin de te prouver constamment, ton confort relatif dans ta propre peau, tout cela devient un rappel insupportable de ce qu'il n'a pas encore atteint. Adler disait quelque chose de profondément libérateur. Le complexe d'infériorité n'est pas une vérité sur la personne. C'est une perception déformée de soi qui s'est cristallisée à travers des expériences douloureuses. Mais une fois cristallisé, ce complexe filtre toute la réalité à travers sa lentille déformante. Quand quelqu'un t'envie sans raison apparente, ce que tu observes, c'est leur filtre psychologique en action. Ils ne te voient pas vraiment. Ils voient une version de toi construite par leur propre sentiment d'insuffisance. Tu deviens dans leur psyché le symbole de tout ce qu'ils croient ne jamais pouvoir atteindre. Et cette croyance génère une envie qui n'a rien à voir avec la réalité de qui tu es. C'est leurs blessures qui parlent, leurs complexes qui se projettent, leur lutte interne qui trouve en toi un écran sur lequel se manifester. Ce n'est pas toi le problème, c'est que ton existence fonctionne comme catalyseur qui révèle leurs problèmes non résolus avec eux-mêmes. Et c'est là que ça devient vraiment troublant, parce que tu réalises que l'envie qu'ils dirigent vers toi est en réalité une forme tordue d'autopunition. Une façon de confirmer encore et encore leur propre sentiment d'insuffisance en te rendant responsable de leur malaise intérieur. Jung a identifié quelque chose dans la psyché humaine qui va encore plus loin dans la compréhension de cette envie inexplicable, quelque chose qu'il appelait les archétypes et qui révèle pourquoi certaines présences déclenchent automatiquement des réactions émotionnelles profondes chez les autres. Il existe un archétype de la présence authentique, de l'individu qui a commencé à se libérer de la persona, ce masque social que nous portons tous pour naviguer dans le monde. La persona n'est pas mauvaise en soi, elle est nécessaire pour fonctionner socialement, mais Jung a découvert que beaucoup de gens s'identifient tellement à leur persona qu'ils perdent complètement contact avec leur self véritable. Avec cette essence profonde de qui ils sont vraiment au-delà des rôles sociaux, des attentes externes, des images construites. Et quand quelqu'un vit principalement à travers sa persona, quand son identité entière est une performance constante pour maintenir l'approbation et éviter le rejet, ta présence authentique devient une lumière insupportable. Tu n'as même pas besoin d'être parfaitement authentique. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu ou d'être complètement libre de tes propres masques.
Il suffit que tu sois un peu plus connecté à ton self véritable qu'ils ne le sont au leur. Cette différence relative dans l'authenticité crée une dissonance cognitive terrible pour quelqu'un qui a investi toute son énergie psychique dans le maintien d'une façade. Ton simple fait d'exister sans te censurer constamment leur rappelle combien d'énergie ils dépensent chaque jour à maintenir leur masque, combien ils se sont éloignés d'eux-mêmes, combien ils ont trahi leur propre nature pour correspondre aux attentes perçues. Ce n'est pas que tu fasses quelque chose pour provoquer cette réaction, c'est que ton existence même devient une question silencieuse qui résonne dans leur psyché. Et si je n'avais pas besoin de porter ce masque constamment? Et si je pouvais simplement être? Richard Davidson, pionnier dans la recherche sur la neuroplasticité émotionnelle, a démontré que le cerveau peut se reconfigurer profondément à travers des pratiques qui cultivent l'authenticité et la présence. Ces études sur la méditation et l'introspection ont révélé que les personnes qui développent une conscience plus profonde de leur monde intérieur montrent des patterns d'activation cérébrale complètement différents dans les régions associées au sens de soi et à l'identité. Quand tu es plus authentique, quand tu as fait même un peu de travail pour te connecter à ton self véritable, ton cerveau fonctionne littéralement différemment. Cette différence neurologique se traduit par une présence que les autres perçoivent de manière subliminale. Tu émets quelque chose de différent, une qualité de présence que quelqu'un profondément ancré dans sa persona va instantanément reconnaître comme une menace à son équilibre psychologique fragile. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration et a fondé la logothérapie, parlait de l'authenticité existentielle comme la capacité à rester fidèle à soi-même, même dans les circonstances les plus extrêmes. Il disait que l'authenticité n'est pas un luxe psychologique, c'est une nécessité existentielle pour vivre une vie qui ait du sens. Mais il reconnaissait aussi que l'authenticité provoque souvent de l'hostilité chez ceux qui ont choisi la voie de la conformité, du masque permanent, de l'abandon de soi. Frankl comprenait que ton authenticité, même modeste, peut être perçue comme un jugement silencieux par quelqu'un qui a construit toute son identité sur la négation de sa propre vérité intérieure. Tu n'as pas besoin de juger consciemment, ta simple présence suffit à activer leur culpabilité inconsciente d'avoir trahi leur propre authenticité. Pense à ces moments où tu te sens le plus toi-même, où tu baisses ta garde naturellement, où tu permets à ton essence véritable de transparaître sans censure. Ce sont précisément ces moments où l'envie des autres devient la plus palpable, la plus intense. Pourquoi ? Parce que Jung avait raison. La persona est épuisante à maintenir. Quand quelqu'un voit que tu peux exister sans cette censure constante, sans ce contrôle rigide de chaque expression, de chaque mot, de chaque geste, cela réveille en lui un désir profond et douloureux de la même liberté. Mais au lieu de reconnaître ce désir comme un appel à son propre voyage vers l'authenticité, il le transforme en ressentiment envers toi. Tu deviens le symbole de ce qu'il s'interdit, de la liberté qu'il a sacrifiée pour la sécurité de la conformité. L'archétype que tu incarnes sans le vouloir est celui du self en émergence, de l'individu qui commence à se libérer des chaînes de la persona et à vivre depuis un centre plus authentique. Pour quelqu'un encore profondément identifié à son masque social, cet archétype déclenche à la fois un désir profond et une terreur paralysante. La transformation commence quand tu comprends que leur réaction hostile n'est pas un jugement sur ta valeur, mais une révélation sur leur état psychologique. Tu cesses de te diminuer pour les rassurer, tu cesses de te sentir coupable, de simplement exister dans ton authenticité relative. Au lieu de cela, tu commences à voir leur envie comme ce qu'elle est vraiment, un cri silencieux de leur propre self, emprisonné, qui reconnaît en toi une liberté qu'ils se sont interdite. Ce n'est pas de l'arrogance de comprendre cela, c'est de la compassion mêlée de clarté. Tu peux avoir de la compassion pour leur lutte intérieure sans te sacrifier pour apaiser leur malaise. Mais ce que je vais te révéler maintenant va encore plus profondément dans la mécanique de l'envie,
Parce que Freud a découvert quelque chose sur les mécanismes de défense inconscients qui va illuminer complètement pourquoi certaines personnes semblent programmées pour te rejeter avant même de te connaître vraiment. Freud a découvert dans sa pratique analytique quelque chose qui transforme complètement notre compréhension du comportement humain. La psyché utilise des mécanismes de défense automatiques pour se protéger contre tout ce qui menace son équilibre fragile. Et ces mécanismes opèrent presque entièrement en dehors de la conscience. L'envie sans raison que tu provoques est souvent le résultat de ces mécanismes de défense qui s'activent automatiquement chez l'autre quand ta présence menace d'une manière ou d'une autre leur structure psychologique. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas délibéré. C'est un processus automatique qui se déroule dans les profondeurs de l'inconscient. Tu deviens la cible, non pas à cause de qui tu es vraiment, mais à cause de ce que ta présence représente pour leur système de défense psychologique. Freud a identifié des dizaines de mécanismes de défense, mais quelques-uns sont particulièrement pertinents pour comprendre l'envie inexplicable, la projection que nous avons déjà explorée, mais aussi le déplacement, la formation réactionnelle et la rationalisation. Le déplacement est particulièrement insidieux. Quelqu'un peut être profondément en colère contre une figure d'autorité qu'il ne peut pas affronter directement sans conséquence, peut-être un parent, un patron, une institution. Mais cette colère ne disparaît pas simplement parce qu'elle ne peut pas s'exprimer directement. Elle cherche une cible plus sûre, quelqu'un qui ne peut pas se venger, quelqu'un dont le rejet ne menacera pas leur sécurité fondamentale. Et soudain, cette colère déplacée se fixe sur toi. Tu deviens le réceptacle de toute leur rage refoulée, non pas parce que tu as fait quelque chose pour la mériter, mais parce que tu es psychologiquement disponible comme cible. Ta gentillesse même peut te rendre vulnérable au déplacement, parce que quelqu'un d'hostile ou de menaçant ne serait pas une cible sûre pour leur colère déplacée. La formation réactionnelle fonctionne différemment, mais tout aussi destructivement. Quelqu'un peut ressentir une attirance inconsciente vers toi, un désir de connexion, une admiration profonde, mais ces sentiments sont inacceptables pour leur structure psychologique rigide. Peut-être que leur famille a toujours valorisé la méfiance envers les autres. Peut-être que leurs expériences passées leur ont appris que l'admiration mène à la vulnérabilité et à la blessure. Alors le mécanisme de défense transforme automatiquement le sentiment original en son contraire. L'attirance devient hostilité, l'admiration devient mépris, le désir de connexion devient rejet agressif. Lisa Feldman Barrett, neuroscientifique révolutionnaire spécialisée dans la construction des émotions, a démontré que notre cerveau ne réagit pas passivement aux stimuli émotionnels. Il construit activement nos expériences émotionnelles basées sur des prédictions issues de notre histoire personnelle et de nos concepts appris. Quand quelqu'un avec des mécanismes de défense rigides te rencontre, son cerveau construit littéralement une expérience émotionnelle de toi basée non pas sur qui tu es réellement, mais sur ses prédictions issues de son histoire de blessures et de menaces. Si son cerveau a appris à travers des expériences douloureuses que les personnes qui semblent confiantes finissent toujours par te blesser, il va automatiquement construire une expérience de toi comme menaçant, même si tu n'as jamais manifesté aucune intention hostile. Ces prédictions émotionnelles deviennent alors des prophéties autoréalisatrices. Ils te traitent avec hostilité basée sur leurs prédictions, tu réagis naturellement à cette hostilité et cela confirme leur prédiction originale que tu étais effectivement une menace. Lequel de ces mécanismes as-tu reconnu chez ceux qui t'envient ? Partage ta réflexion en commentaire, parce que prendre conscience de ces patterns est le premier pas vers la libération de leur impact émotionnel sur toi. La rationalisation est peut-être le mécanisme le plus subtil et le plus destructeur dans le contexte de l'envie sans raison. Quelqu'un ressent une hostilité viscérale envers toi qui émerge de leur mécanisme de défense inconscient. Mais cette hostilité a besoin d'une justification rationnelle pour être acceptable à leur conscience. Alors, leur esprit fabrique des raisons, des histoires, des interprétations qui justifient leur hostilité. Peut-être qu'ils décident que tu es arrogant alors que tu es simplement confiant.
Peut-être qu'ils interprètent ton besoin de solitude comme du mépris envers les autres. Peut-être qu'ils transforment ta gentillesse en manipulation calculée. Ces rationalisations n'ont aucun fondement dans la réalité, mais elles permettent à la personne de maintenir une image cohérente d'elle-même, comme quelqu'un de raisonnable, tout en agissant sur leur hostilité inconsciente. Matthew Lieberman, neuroscientifique spécialisé dans le cerveau social, a révélé que notre cerveau possède un réseau neural spécialisé pour interpréter les intentions et les états mentaux des autres. Mais ce réseau ne fonctionne pas comme une caméra objective. Il est profondément influencé par nos propres états émotionnels, nos biais, nos traumatismes non résolus. Quand quelqu'un avec des mécanismes de défense actifs te perçoit, son cerveau social interprète chacun de tes gestes, chacune de tes expressions à travers le filtre de ses propres défenses psychologiques. Un sourire sincère peut être interprété comme condescendant. Un compliment authentique peut être perçu comme sarcastique. Une offre d'aide peut être vue comme une tentative de domination. Le cerveau social de cette personne est en mode défensif constant et il interprète tout à travers cette lentille déformante de protection contre des menaces perçues. Maintenant, voici ce qui change complètement ta perspective. Quand tu comprends que l'envie dirigée vers toi est le produit de mécanismes de défense inconscients, tu cesses de la prendre personnellement. Tu réalises que ces personnes ne te voient même pas vraiment. Elles voient une construction de toi, créée par leur propre défense psychologique, pour justifier les sentiments qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes. Freud avait profondément raison sur un point crucial. L'inconscient détermine la majeure partie de notre comportement, et nous inventons des histoires rationnelles après coup pour expliquer des actions qui ont en réalité des racines émotionnelles profondes et inconscientes. L'envie qu'ils ressentent envers toi provient de ces profondeurs inconscientes, et leurs justifications conscientes ne sont que des rationalisations élaborées pour donner du sens à des sentiments qu'ils ne peuvent pas vraiment expliquer. Ce n'est pas de la manipulation consciente de leur part, c'est le fonctionnement normal d'une psyché qui se protège contre ce qu'elle perçoit comme des menaces à son équilibre. La libération commence quand tu cesses d'essayer de changer leur perception de toi, quand tu acceptes que tu ne peux pas raisonner avec leurs mécanismes de défense inconscients. Leur psyché a besoin de te percevoir, d'une certaine manière, pour maintenir son équilibre. Et aucun argument rationnel ne peut pénétrer cette nécessité psychologique. Mais voici la transformation profonde. Tu n'as pas besoin de leur compréhension ou de leur approbation pour avancer dans ton propre processus d'individuation. Leur envie révèle leurs limites psychologiques, pas les tiennes. Et ce que Jung a découvert, qui va bouleverser encore plus ta compréhension, c'est le rôle des archétypes anima et animus dans l'envie inexplicable. Parce que parfois ce qui provoque leur réaction viscérale n'est pas quelque chose que tu fais ou que tu es consciemment, mais quelque chose dans ta complétude psychologique perçue qui expose leur propre fragmentation intérieure. Jung a découvert quelque chose sur la psyché qui explique pourquoi ta complétude intérieure peut provoquer une réaction si viscérale chez certaines personnes, quelque chose qui touche aux archétypes les plus profonds de l'inconscient, l'anima et l'animus. L'anima représente l'aspect féminin inconscient dans la psyché masculine et l'animus représente l'aspect masculin inconscient dans la psyché féminine. Mais au-delà de ces définitions genrées qui peuvent sembler dépassées, ce que Jung pointait vraiment, c'était le processus d'intégration des qualités psychologiques opposées et complémentaires en nous. C'est le processus par lequel nous devenons complets, entiers, en intégrant les aspects de nous-mêmes que nous avons traditionnellement rejetés comme incompatibles avec notre identité genrée ou sociale. Quelqu'un qui a commencé ce processus d'intégration, qui a osé embrasser des qualités psychologiques au-delà des prescriptions rigides de leur rôle social ou de leur genre, émet quelque chose de fondamentalement différent. Ce n'est pas quelque chose que tu peux facilement articuler. Ce n'est pas visible dans des comportements spécifiques, mais c'est une qualité de présence qui émane d'une psyché plus intégrée. Tu portes en toi une complétude relative, une capacité à contenir des paradoxes,
à incarner à la fois la force et la vulnérabilité, l'assertivité et la réceptivité, la logique et l'intuition, sans te sentir déchiré par ces contradictions apparentes. Pour quelqu'un qui vit dans une fragmentation psychologique rigide, qui a rejeté la moitié de son potentiel humain pour correspondre à une image étroite de ce qu'il devrait être, ta complétude relative devient un miroir insupportable. Ils ne comprennent pas consciemment ce qu'ils perçoivent en toi, mais leur psyché reconnaît quelque chose qu'ils se sont interdits, une intégration qu'ils ont sacrifiée pour la sécurité de la conformité. Daniel Siegel, psychiatre et expert en neurobiologie interpersonnelle, parle de l'intégration comme la clé de la santé mentale et émotionnelle. L'intégration, dans son modèle, signifie relier différentes parties du cerveau et différents aspects de l'expérience en un ensemble cohérent mais flexible. Une personne intégrée peut accéder à différents modes de fonctionnement selon ce que la situation requiert. Elle n'est pas rigidement fixée dans une seule façon d'être. Siegel a démontré que l'intégration neuronale se reflète dans une plus grande résilience émotionnelle, une meilleure régulation du système nerveux et une capacité accrue à la présence et à la connexion authentique. Quand tu as commencé même modestement ce processus d'intégration, quand ton cerveau fonctionne de manière plus intégrée, cela se perçoit dans ta présence, dans ta manière de naviguer le monde. Adler parlait du sentiment communautaire, de cette capacité à se sentir connecté à l'humanité plus large, à dépasser les préoccupations purement égoïstes pour embrasser une perspective plus expansive. Il voyait cette capacité comme un signe de santé psychologique, une évolution au-delà du complexe d'infériorité qui nous garde enfermés dans une comparaison constante et une lutte pour la supériorité. Quand tu as développé même un peu de ce sentiment communautaire, quand tu peux célébrer les réussites des autres sans te sentir diminué, quand tu peux offrir ton aide sans arrière-pensée de domination ou de dette, tu émets quelque chose de fondamentalement différent. Pour quelqu'un encore profondément ancré dans la mentalité de compétition zéro-somme, où la réussite de l'autre signifie nécessairement ton échec, ta capacité au sentiment communautaire peut déclencher une envie profonde parce qu'elle expose leur propre isolement psychologique. Camus, philosophe de l'absurde, parlait de la liberté qui émerge quand on accepte l'absurdité fondamentale de l'existence et qu'on choisit quand même de créer du sens, de vivre pleinement, de s'engager authentiquement. Cette liberté existentielle n'est pas l'absence de contraintes, c'est la capacité à choisir sa réponse, même face à des circonstances qu'on ne contrôle pas. Quand tu portes même un soupçon de cette liberté existentielle, quand tu as fait la paix avec l'incertitude fondamentale de la vie et que tu choisis quand même l'engagement authentique, cela peut provoquer une envie viscérale chez quelqu'un qui vit dans la mauvaise foi, qui se ment constamment sur sa propre liberté et sa responsabilité, qui préfère se voir comme victime des circonstances plutôt que de faire face au vertige de sa propre liberté. Pense à ces moments où tu te sens le plus complet, où différentes facettes de ta personnalité coexistent harmonieusement sans conflit interne. Peut-être que tu peux être à la fois analytique et intuitif, logique et émotionnel, fort et doux, assertif et réceptif. Ces moments de complétude intérieure ne sont pas des moments d'arrogance ou de perfection, ce sont simplement des moments où tu n'es pas en guerre avec toi-même, où tu permets à différentes parties de toi d'exister simultanément. C'est précisément dans ces moments que l'envie des autres devient la plus intense, la plus palpable. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent inconsciemment en toi quelque chose qu'ils ont abandonné, la possibilité d'être complexe, multifacette, contradictoire et quand même cohérent. Ils ont sacrifié leur complexité pour une simplicité rigide qui leur semblait plus sûre, plus acceptable socialement. Et maintenant ta présence leur rappelle le prix de ce sacrifice. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même en intégrant tous les aspects de sa psyché, est le travail de toute une vie. Tu n'as pas besoin d'être arrivé au bout de ce processus pour provoquer l'envie liée à la complétude. Il suffit que tu sois quelques pas plus loin sur ce chemin que quelqu'un qui refuse même de le commencer.
Cette différence relative dans l'intégration psychologique crée un écart que leur psyché perçoit comme une menace existentielle à leur mode de fonctionnement fragmenté. Ils ont investi tellement d'énergie dans le maintien de leur fragmentation, dans la répression de certaines parties d'eux-mêmes, que ta relative complétude expose la futilité de leurs efforts. L'envie qu'ils ressentent est en réalité un désir profond, déguisé, un cri de leur propre psyché qui veut aussi cette intégration, mais qui a trop peur pour l'entreprendre. Mais attends de comprendre ce que les neurosciences sociales révèlent sur le niveau tribal de l'envie, parce que parfois ce n'est même pas personnel, c'est que ton existence active des circuits neuronaux ancestraux liés à la cohésion du groupe et à la détection de menaces à l'ordre social établi. Les neurosciences sociales révèlent pourquoi ta façon d'exister peut être interprétée comme une menace au niveau tribal, activant des circuits neuronaux anciens qui ont évolué pour protéger la cohésion du groupe et maintenir les hiérarchies sociales établies. Adler avait déjà intuitivement compris quelque chose, que les neurosciences confirment maintenant. Les humains sont des êtres fondamentalement sociaux, et notre sentiment d'identité, de valeur, de sécurité est profondément enraciné dans notre appartenance à un groupe. Ce qu'il appelait le sentiment communautaire n'était pas juste une qualité morale admirable, c'était une nécessité psychologique et neurobiologique. Nous avons besoin de nous sentir connectés, acceptés, valorisés par notre tribu pour fonctionner psychologiquement. Mais voici le paradoxe troublant. Les mêmes mécanismes neurologiques qui créent la cohésion de groupe peuvent aussi générer l'exclusion, le rejet et l'hostilité envers ceux qui sont perçus comme différents ou menaçants pour l'ordre établi du groupe. Stephen Porges, à travers sa théorie polyvagale révolutionnaire, a démontré que notre système nerveux autonome évalue constamment la sécurité de notre environnement social à travers un processus qu'il appelle la neuréception. Ce processus opère en dehors de la conscience, détectant les signaux de sécurité ou de menace dans les expressions faciales, le ton de voix, les postures corporelles des autres. Quand quelqu'un perçoit ta présence comme différente, comme ne s'inscrivant pas dans les normes acceptées du groupe, son système nerveux peut automatiquement te catégoriser comme une menace potentielle à la cohésion sociale. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas conscient. C'est une réaction neurobiologique ancestrale qui a évolué pour protéger nos ancêtres des dangers des outsiders et de ceux qui pourraient perturber l'harmonie fragile du groupe. Ton individualité, ta façon de penser différemment, de vivre selon tes propres valeurs, plutôt que celles imposées par le groupe, tout cela peut activer cette neuréception de menace chez ceux qui sont profondément identifiés à la conformité du groupe. Il y a quelque chose de profondément primitif dans l'envie tribale. Dans les sociétés ancestrales, se démarquer du groupe pouvait être mortellement dangereux, à la fois pour l'individu qui risquait l'exclusion et pour le groupe qui risquait la fragmentation. Alors, des mécanismes psychologiques et sociaux ont évolué pour maintenir la conformité, pour punir la différence, pour ramener ceux qui s'écartent dans le rang. Ces mécanismes incluent l'ostracisme, le commérage, la moquerie et l'envie hostile qui cherche à diminuer celui qui s'élève au-dessus de la norme. Même dans nos sociétés modernes, où l'individualité est théoriquement valorisée, ces circuits neuro-ancestraux restent actifs. Quand tu oses vivre authentiquement, quand tu refuses de te conformer aux attentes implicites du groupe, quand tu réussis d'une manière qui expose les compromis que les autres ont faits, leur système nerveux peut te percevoir comme une menace à l'ordre social établi. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et spécialiste de la résilience, a exploré comment les traumatismes collectifs et les dynamiques de groupe influencent profondément la psyché individuelle. Il a démontré que notre besoin d'appartenance est si profond que nous sommes capables de sacrifier notre propre authenticité, nos propres perceptions, même notre propre bien-être pour maintenir notre place dans le groupe. Combien de ces patterns as-tu reconnus dans ta propre expérience? Écris ton nombre en commentaire, parce que prendre conscience de la dimension tribale de l'envie te libère de la culpabilité de ne pas être accepté par tous.
Cyrulnik explique que ceux qui ont la force de maintenir leur individualité face à la pression conformiste du groupe paient souvent un prix en termes d'acceptation sociale, mais gagnent quelque chose de bien plus précieux: l'intégrité psychologique, le sentiment d'être fidèle à soi-même, même si cela signifie être incompris ou rejeté par certains. Sénèque, philosophe stoïcien qui a navigué les eaux dangereuses de la cour impériale romaine, comprenait profondément la dynamique de l'envie tribale. Il écrivait que l'envie des autres n'est pas quelque chose que tu peux contrôler par ton comportement, parce qu'elle naît non pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es, de ce que tu représentes pour leur équilibre psychologique et social. Sa sagesse stoïcienne consistait à distinguer clairement ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Tu ne contrôles pas comment les autres te perçoivent. Tu ne contrôles pas si ta présence active leur envie tribale. Tu ne contrôles pas si le groupe te rejette pour ta différence. Ce que tu contrôles, c'est ta fidélité à tes propres valeurs, ton engagement envers ton propre processus d'individuation, ta capacité à maintenir ton intégrité, même face à l'hostilité du groupe. Marco Aurelio, empereur philosophe, qui incarnait le stoïcisme pratique, méditait sur l'acceptation radicale de ce qui est hors de notre contrôle. Il comprenait que les opinions des autres, leur envie, leur hostilité, ne sont que des phénomènes externes, qui ne peuvent pas vraiment toucher ton centre intérieur, à moins que tu ne leur donnes ce pouvoir. Quand tu comprends que l'envie tribale dirigée vers toi n'est pas un jugement sur ta valeur, mais simplement la manifestation de dynamiques de groupe ancestral et de systèmes nerveux en mode défensif, tu peux cultiver ce que les stoïciens appelaient l'apatheia. Non pas l'absence d'émotions, mais la liberté de ne pas être contrôlé par les émotions et les opinions des autres. Tu ressens peut-être encore la douleur du rejet, l'inconfort de l'hostilité, mais tu n'es plus défini par ces réactions externes. Maintenant, imagine la scène complète. Tu entres dans un groupe, une communauté, un environnement social. Tu es simplement toi-même, sans prétention, sans arrogance, juste authentiquement présent. Mais ta présence active inconsciemment les circuits tribaux chez certains membres du groupe. Peut-être que tu es trop libre dans un groupe qui valorise la conformité. Peut-être que tu es trop authentique dans un groupe qui fonctionne sur la façade et la performance. Peut-être que tu réussis d'une manière qui expose les excuses que les autres se donnent pour leur propre stagnation. Leur système nerveux te perçoit comme une menace, non pas à leur sécurité physique, mais à l'ordre social qu'ils ont intériorisé comme nécessaire à leur survie psychologique. L'envie qu'ils manifestent est en réalité une tentative inconsciente de te ramener dans le rang, de te faire conformer, de neutraliser la menace perçue que ta différence représente pour leur confort psychologique. Adler disait quelque chose de profondément libérateur sur le sentiment communautaire véritable. Il ne signifie pas se conformer aux attentes du groupe. Il signifie se sentir connecté à l'humanité plus large tout en maintenant son individualité. Le vrai sentiment communautaire transcende les dynamiques tribales étroites de conformité et d'exclusion. Il embrasse la diversité, célèbre la différence, reconnaît que la force du collectif vient de l'unicité de chaque individu, non de leur uniformité. Quand tu incarnes ce sentiment communautaire véritable, quand tu peux être pleinement toi-même tout en honorant la singularité des autres, tu menaces les structures tribales rigides qui exigent la conformité comme prix de l'appartenance. L'envie que cela provoque révèle la peur du groupe face à l'évolution, face à la transformation, face à la possibilité qu'il pourrait exister une autre façon de créer de la cohésion sociale sans sacrifier l'individualité. Et ce que Jung appelait l'individuation n'est pas juste un concept, c'est une libération psychologique qui transforme complètement ta relation à l'envie des autres, parce que tu commences à comprendre que leur réaction n'est pas le reflet de ton insuffisance, mais le témoignage involontaire de ton évolution psychologique. Ce que Jung appelait l'individuation n'est pas juste un concept psychologique abstrait, c'est une libération profonde qui transforme complètement ta relation à l'envie que les autres dirigent vers toi. L'individuation, dans la psychologie jungienne, est le processus par lequel un individu devient vraiment lui-même
intégrant les aspects conscients et inconscients de sa psyché en un tout cohérent et unique. Ce n'est pas un processus d'égoïsme ou de narcissisme, c'est au contraire le chemin vers une authenticité profonde qui permet paradoxalement une connexion plus véritable avec les autres. Mais ce processus est rare, difficile, souvent solitaire, parce qu'il exige que tu abandonnes l'identification à la persona, que tu affrontes ta propre ombre, que tu intègres tes archétypes inconscients, que tu te libères des attentes collectives pour découvrir qui tu es vraiment, au-delà de tous les conditionnements sociaux et familiaux. Et quand tu es sur ce chemin d'individuation, même dans ces premières étapes, tu émets quelque chose de fondamentalement différent qui provoque inévitablement l'envie de ceux qui sont encore identifiés au collectif inconscient. Jung parlait de l'inconscient collectif comme cette couche profonde de la psyché que nous partageons tous, remplie d'archétypes et de patterns universels. La plupart des gens vivent entièrement depuis cet inconscient collectif. Leurs pensées, leurs désirs, leurs peurs sont celles du groupe, de la culture, de la masse. Ils n'ont jamais vraiment questionné ces patterns hérités, jamais vraiment cherché à distinguer ce qui leur appartient vraiment de ce qui leur a été implanté par la socialisation. L'individuation est le processus de se différencier de cet inconscient collectif, de découvrir ce qui est uniquement tien dans ta psyché. Et voici ce que Jung a compris avec une profondeur bouleversante. Ce processus provoque nécessairement des conflits avec ceux qui restent identifiés au collectif. Ta différenciation leur apparaît comme une trahison, ta singularité comme une arrogance, ton authenticité comme une menace à l'ordre établi. Stanislas Dehaene, neuroscientifique pionnier dans l'étude de la conscience, a démontré que la conscience et la métacognition, cette capacité à observer nos propres processus mentaux, sont des capacités neurologiques qui peuvent se développer et s'affiner. Quand tu entreprends le processus d'individuation, tu développes nécessairement une conscience métacognitive plus aiguë. Tu commences à observer tes propres patterns de pensée, à questionner tes propres motivations, à distinguer entre ce qui vient de ton centre authentique et ce qui vient des conditionnements externes. Cette conscience métacognitive accrue se manifeste dans ta présence, dans ta façon de parler, dans ta manière d'exister dans le monde. Pour quelqu'un qui fonctionne sur pilote automatique, qui n'a jamais développé cette capacité d'auto-observation, ta conscience peut être perçue comme une forme de supériorité insupportable. Ils ne comprennent pas consciemment ce qu'ils perçoivent, mais ils sentent que tu opères depuis un niveau de conscience différent, et cela active leur envie profonde. La liberté qui vient de la compréhension profonde de l'individuation est une liberté que peu atteignent, non pas parce qu'elle est réservée à une élite, mais parce qu'elle exige un courage psychologique que peu sont prêts à mobiliser. Il faut du courage pour affronter ta propre ombre, pour reconnaître les aspects de toi-même que tu as rejetés et projetés sur les autres. Il faut du courage pour abandonner la sécurité de la conformité et risquer le rejet du groupe. Il faut du courage pour vivre selon tes propres valeurs, même quand elles divergent des normes collectives. Quand tu manifestes même un peu de ce courage, quand tu fais même quelques pas sur ce chemin d'individuation, cela peut déclencher une envie viscérale chez ceux qui ont choisi la sécurité de la conformité au prix de leur propre authenticité. Ils envient ton courage sans le reconnaître consciemment comme du courage. Ils l'interprètent comme de l'arrogance, de la rébellion ou de l'égoïsme. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, a développé la logothérapie basée sur la conviction que la recherche de sens est la motivation humaine la plus profonde. Il disait que le sens ne peut pas être donné de l'extérieur, il doit être découvert de l'intérieur, à travers nos propres expériences, nos propres choix, notre propre confrontation avec la vie. L'individuation jungienne et la recherche de sens franklienne sont profondément liées. Toutes deux exigent que tu prennes la responsabilité de ta propre existence, que tu cesses de vivre selon le script écrit par d'autres, que tu trouves ton propre chemin unique à travers la vie. Frankl comprenait que cette recherche de sens authentique provoque souvent de l'incompréhension et de l'hostilité chez ceux qui ont accepté des réponses toutes faites, des sens préfabriqués par la société, la religion
ou la culture, sans jamais les questionner vraiment. Ton engagement dans ta propre recherche de sens leur rappelle qu'ils ont peut-être accepté des réponses sans jamais vraiment poser les questions. Marco Aurelio méditait sur l'acceptation que nous ne contrôlons pas comment les autres nous perçoivent, que nous pouvons vivre avec la plus grande intégrité et être quand même incompris, rejetés, enviés. Sa sagesse stoïcienne consistait à cultiver une citadelle intérieure, un centre de paix et de clarté qui ne dépend pas de l'approbation externe. Quand tu comprends vraiment que l'envie dirigée vers toi est inévitable dès que tu commences à t'individuer, dès que tu commences à vivre authentiquement, tu peux cultiver cette citadelle intérieure. Tu cesses de modifier ton comportement pour apaiser leur envie, parce que tu comprends que ce n'est pas ton comportement qui la provoque, mais ton être même, ta présence individuée. Tu ne peux pas t'excuser d'exister, tu ne peux pas te diminuer pour les rassurer, parce que ce qu'ils envient vraiment, c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever sans te trahir toi-même, ta connexion croissante à ton self authentique. Jung parlait aussi de la synchronicité, de ces coïncidences significatives qui semblent organiser notre vie d'une manière qui transcende la causalité mécanique. Quand tu es sur le chemin d'individuation, les personnes qui t'envient sans raison apparente peuvent être vues comme des synchronicités, des miroirs, qui te montrent quelque chose d'important sur ton propre processus. Leur envie te confirme que tu as quelque chose qu'ils reconnaissent inconsciemment comme précieux, ton authenticité croissante, ton courage d'être toi-même, ta connexion à ton propre processus de devenir. Au lieu de voir leur envie comme un problème à résoudre, tu peux la voir comme une confirmation que tu es sur le bon chemin. Si tout le monde t'approuvait constamment, si personne ne réagissait négativement à ta présence, cela pourrait signifier que tu es encore complètement identifié au collectif, que tu n'as pas commencé à te différencier, que tu n'as pas encore osé devenir toi-même. Pense maintenant à toutes les révélations que nous avons explorées ensemble. L'ombre jungienne qui se projette, le complexe d'infériorité adlérien qui se compense, la présence authentique qui menace la persona des autres, les mécanismes de défense freudiens qui opèrent inconsciemment, la complétude perçue qui expose la fragmentation d'autrui, les dynamiques tribales qui punissent la différence et maintenant le processus d'individuation qui rend l'envie inévitable. Toutes ces dimensions convergent vers une vérité libératrice. L'envie que tu provoques sans raison apparente n'est pas un défaut en toi. C'est paradoxalement le témoignage de quelque chose de précieux en toi. C'est la preuve que tu as commencé à te libérer des chaînes de la conformité, à intégrer ton ombre, à vivre depuis un centre plus authentique. Leur réaction hostile est en réalité un hommage involontaire à ton courage d'être toi-même dans un monde qui récompense la conformité et punit la différence. L'individuation n'est pas un processus qui se termine. C'est un voyage de toute une vie vers une authenticité et une intégration toujours plus profonde. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement individué pour provoquer l'envie liée à ce processus. Il suffit que tu sois quelques pas plus loin que ceux qui refusent même de commencer. Et ces quelques pas, ce courage modeste de commencer à te connaître vraiment, de commencer à vivre selon ta propre vérité intérieure, suffisent à déclencher des réactions viscérales chez ceux qui sont encore prisonniers de l'identification au collectif. Mais voici la transformation finale. Quand tu comprends profondément tout cela, l'envie des autres cesse de te blesser. Elle devient simplement un phénomène que tu observes avec compassion et clarté, sachant qu'elle révèle leur lutte intérieure, non ta valeur ou ton insuffisance. Tu deviens libre de continuer ton propre chemin d'individuation sans être détourné par leur hostilité ou leur incompréhension. C'est cela, la véritable libération que Jung promettait, la liberté d'être pleinement toi-même, même quand cela provoque l'envie de ceux qui ont choisi de rester dans l'ombre collective. Il y a un silence qui s'installe maintenant, un silence différent de celui avec lequel nous avons commencé. Au début de cette exploration, peut-être que tu portais le poids de la culpabilité, cette question lancinante de ce que tu avais fait de mal pour provoquer tant d'hostilité sans raison apparente.
Peut-être que tu te sentais seul dans cette expérience, isolé par l'incompréhension, blessé par le rejet de ceux qui semblaient te détester pour le simple fait d'exister. Maintenant, après avoir voyagé ensemble à travers les profondeurs de la psyché humaine, en compagnie de Jung, Freud, Adler et des neurosciences modernes, ce silence porte quelque chose de différent. C'est le silence de la compréhension profonde, le silence de la libération qui vient quand tu cesses enfin de te battre contre quelque chose que tu ne peux pas contrôler et que tu ne devrais pas vouloir contrôler. L'envie que les autres dirigent vers toi n'est pas ton fardeau à porter. C'est leur processus psychologique à traverser et tu ne peux pas le faire pour eux. Toute cette exploration converge vers une vérité libératrice qui transforme complètement ta relation à l'envie inexplicable. Ce n'est jamais vraiment à propos de toi. Leur ombre projetée révèle ce qu'ils ont refoulé en eux-mêmes. Leur complexe d'infériorité expose leurs blessures non guéries. Leur réaction à ton authenticité montre combien ils sont prisonniers de leur persona. Leurs mécanismes de défense protègent leur équilibre psychologique fragile. Leur hostilité face à ta complétude reflète leur propre fragmentation. Leur rejet tribal trahit leur peur de la différence. Et leur envie de ton processus d'individuation témoigne de leur refus de commencer le leur. À chaque niveau, ce que tu observes, ce n'est pas un jugement sur ta valeur ou ton caractère. C'est simplement la manifestation de leur propre lutte psychologique intérieure. Tu es devenu l'écran sur lequel ils projettent leur propre drame inconscient, mais tu n'es pas obligé de croire que ce drame te concerne vraiment. La transformation profonde qui émerge de cette compréhension n'est pas l'indifférence froide ou le mépris pour ceux qui t'envient. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et mature, c'est la compassion sans sacrifice de soi. Tu peux avoir de la compassion pour leur lutte, pour la douleur qui génère leur envie, pour les blessures non guéries qui alimentent leur hostilité, sans pour autant te diminuer pour les apaiser. Tu peux reconnaître leur humanité blessée sans te rendre responsable de leur guérison. Tu peux comprendre la psychologie de leurs réactions sans accepter leur interprétation déformée de qui tu es. Cette distinction est cruciale. La compassion ne signifie pas devenir leur thérapeute non rémunéré ou leur punching ball émotionnel. La compassion peut coexister avec des limites claires, avec le refus de participer à leur projection, avec le choix de continuer ton propre chemin même s'ils ne l'approuvent pas. Jung disait que le privilège d'une vie, c'est de devenir qui nous sommes vraiment. Mais il reconnaissait aussi que ce privilège vient avec un prix, la solitude de la différenciation, l'incompréhension de ceux qui restent identifiés au collectif et l'envie de ceux qui reconnaissent inconsciemment quelque chose de précieux en toi, mais qui ne sont pas encore prêts à l'entreprendre pour eux-mêmes. C'est le prix de l'individuation, et une fois que tu comprends vraiment ce que tu gagnes en échange, ce prix semble dérisoire. Tu gagnes ton âme, ta vérité, ton authenticité, ta liberté intérieure. Tu gagnes la possibilité de vivre depuis ton centre véritable plutôt que depuis les attentes et les projections des autres. Tu gagnes une vie qui est vraiment la tienne, pas une vie empruntée au script collectif ou aux désirs parentaux ou aux normes sociales. Et ce gain est tellement immense que l'envie des autres devient simplement un phénomène météorologique que tu traverses sur ton chemin. Frankl, qui a survécu à l'enfer des camps de concentration, a découvert que même dans les circonstances les plus extrêmes, la dernière liberté humaine reste intacte, la liberté de choisir notre attitude face à ce qui nous arrive. Tu ne choisis pas si les autres t'envient, tu ne contrôles pas leurs projections ou leurs mécanismes de défense ou leurs complexes non résolus, mais tu choisis absolument comment tu te relates à leur envie. Tu peux la laisser te définir, te diminuer, te faire douter de ta valeur, ou tu peux la voir pour ce qu'elle est vraiment, un indicateur que tu es sur le chemin de l'individuation, une confirmation que tu as osé devenir toi-même dans un monde qui préfère la conformité. Cette liberté de choisir ta réponse est inaliénable, personne ne peut te la prendre à moins que tu ne la leur donnes.
Et maintenant que tu comprends la psychologie profonde de l'envie inexplicable, tu peux choisir consciemment de ne plus donner ce pouvoir. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, si elle a illuminé une partie de ton expérience que tu portais dans le silence et la confusion, partage-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en avoir besoin. Quelle phrase t'a le plus marqué dans tout ce que nous avons exploré ensemble? Quelle révélation a créé ce petit déclic de reconnaissance profonde où soudain quelque chose qui semblait mystérieux devient clair? Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, si tu veux approfondir ta compréhension de la psyché humaine et de ton propre processus d'individuation, rejoins notre communauté de membres où nous explorons ces profondeurs avec encore plus de nuances et de profondeur. Mais surtout, souviens-toi de ceci. L'envie que tu provoques sans raison apparente n'est pas le reflet de ton insuffisance. C'est paradoxalement le témoignage involontaire de quelque chose en toi qui fonctionne, qui brille, qui existe pleinement d'une manière que l'autre n'a pas encore atteinte. Le silence transformateur qui clôt cette exploration n'est pas un silence vide, c'est un silence rempli de possibilités. C'est le silence de celui qui a cessé de se battre contre lui-même, qui a cessé de se diminuer pour apaiser l'envie des autres, qui a compris que son authenticité croissante vaut infiniment plus que l'approbation de ceux qui vivent dans le déni de leur propre vérité. Dans ce silence, tu peux entendre enfin ta propre voix, celle qui a toujours été là, mais qui était noyée par le bruit des attentes externes et par ta propre culpabilité d'exister pleinement. Cette voix te dit quelque chose de simple et de profond. Tu as le droit d'être toi-même, même quand cela provoque l'envie, même quand cela déclenche le rejet, même quand personne ne comprend. Ton processus d'individuation n'a pas besoin de l'approbation collective pour être valide. Il a juste besoin de ton engagement courageux à continuer à devenir qui tu es vraiment, à intégrer ton ombre, à vivre depuis ton self authentique, jour après jour, choix après choix. C'est cela, la vraie liberté que Jung promettait. Et maintenant tu sais non seulement qu'elle est possible, mais aussi pourquoi elle provoque inévitablement l'envie de ceux qui ont choisi de rester dans l'ombre collective. Et cette connaissance te libère enfin de porter leur fardeau comme si c'était le tien.